Dans cette série sur la relativité, on a beaucoup parlé de Poincaré et d'Einstein comme étant les pères fondateurs de la théorie. Mais on a à peine évoqué quelqu'un qui a pourtant contribué de manière fondamentale. Cette personne, c'est Minkowski. En 1917, il écrit tout simplement la version moderne de la relativité restreinte qui est encore enseignée aujourd'hui. Et son idée centrale, c'est de décrire les phénomènes relativistes de manière géométrique. Donc dans cette vidéo, on va dessiner un certain nombre de schémas, ça va être très visuel. Sur ces schémas, on va tracer des lignes, qu'on appelle des lignes d'univers, et qui décrivent la trajectoire des objets dans l'espace et dans le temps. Vous et moi, du point de vue de la relativité, nous sommes des objets matériels, et donc la trajectoire de chaque personne va être décrite comme une ligne d'univers dans l'espace-temps. C'est une manière compacte de visualiser le destin d'un objet ou d'une personne. On va voir tout ce qui peut arriver à cette ligne d'univers, toutes les déformations qu'elle va pouvoir subir et tous les effets physiques qui vont en découler. On va notamment décrire de manière visuelle la contraction des longueurs, la dilatation du temps, et on va donner la définition scientifique de l'instant présent. Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Est-ce que vous connaissez les data brokers ? Ce sont des sociétés qui collectent nos informations publiques, mais aussi nos informations privées pour les revendre à droite à gauche. Ces infos sont souvent stockées sur des sites commerciaux et parfois il y a des fuites à cause des hackers. Il y a même des entreprises qui revendent tout simplement les données. Ça peut concerner votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone. Dès que vous faites une carte de fidélité dans un magasin, ces données-là vont être stockées. Ça peut aussi être vos identifiants de connexion, votre historique d'achat ou même les numéros sur votre pièce d'identité. Les data brokers récupèrent ces infos et ils les revendent sans votre accord à des sociétés qui vont pouvoir vous cibler et vous envoyer plein de spam. Heureusement, il y a des lois qui nous protègent et qui nous permettent de demander la suppression de nos données. Le souci, c'est que les démarches sont très longues, surtout qu'il y a de plus en plus de data brokers partout dans le monde et avec l'IA, ils font de plus en plus de dégâts. Ce qui nous amène à Incogni qui vous propose de tout faire à votre place. J'ai testé, j'ai rentré mon nom, mon prénom et mon mail et Incogni a détecté 49 data brokers qui possédaient des données sur moi. En 24 heures, il y en a déjà une vingtaine qui ont reçu la demande et qui ont supprimé mes données. Et ensuite, à chaque fois qu'il y aura une fuite, Incogni va faire une demande de suppression automatiquement. Si vous voulez tester le forfait annuel, vous pouvez utiliser le code SCIENCE60 pour obtenir une réduction de 60%. Je vous ai mis le lien en haut de la description. Merci à Incogni pour le sponsor et retour à la vidéo. En relativité, il se passe des choses totalement contre-intuitives. La première, c'est que la simultanéité est relative. Si un astronaute dans son vaisseau claque des doigts les deux mains en même temps, c'est simultané pour lui, mais c'est pas simultané pour moi qui suis resté sur Terre. En plus de ça, il y a deux autres aspects contre-intuitifs qu'on a déjà évoqués. La contraction des longueurs. Si je mesure la taille du vaisseau, je vais trouver une longueur plus petite que ce que mesure l'astronaute. Et la dilatation du temps, si l'astronaute tape dans ses mains toutes les secondes, pour moi, l'intervalle sera plus long, par exemple 2 secondes au lieu d'une. On n'a pas toujours justifié ces phénomènes. Le but de cette vidéo, c'est, sans écrire d'équation, de donner une compréhension visuelle de la relativité et de ses effets contre-intuitifs. Pour ça, on va dessiner des diagrammes d'espace-temps et tracer par-dessus des lignes d'univers. Pour déterminer un point dans l'espace, on a besoin de 3 nombres. Par exemple, vous donnez rendez-vous à quelqu'un dans un immeuble, vous lui donnez le point sur la carte, donc la latitude et la longitude, et en plus de ça, il faut lui donner le bon étage, il faut lui donner la hauteur. Latitude, longitude, hauteur, on a besoin de 3 nombres parce que l'espace est à 3 dimensions. Jusque-là, tout va bien, mais si vous voulez rencontrer la personne, il faut aussi lui donner l'heure du rendez-vous. Il faut lui donner un 4e nombre. Ce rendez-vous, en relativité, c'est ce qu'on appelle un événement. C'est un point de l'espace à un instant précis, donc c'est un point de l'espace-temps. Le premier à comprendre qu'en relativité, on a besoin de parler de l'espace-temps, c'est Poincaré,
Et ensuite, c'est Minkowski qui va donner un cadre mathématique rigoureux à tout ça. Chaque événement, par exemple quelqu'un qui tape une fois dans ses mains, correspond à un point dans l'espace-temps, repéré par 4 nombres, 3 pour la position et 1 pour le temps. L'espace-temps est donc à 4 dimensions. Alors je sais pas vous, mais personnellement je sais pas dessiner en 4 dimensions. Déjà en 3 dimensions avec les perspectives c'est compliqué. Bon, à 2 dimensions je sais pas dessiner non plus, mais on va tracer des diagrammes à 2 dimensions au lieu de 4, ça permettra de mieux visualiser les choses. On ne va garder que 2 dimensions, une d'espace et une de temps. On va donc s'intéresser à des objets qui ne bougent que sur une dimension d'espace, c'est-à-dire uniquement sur une ligne. Voici donc un diagramme d'espace-temps. Chaque point correspond à un événement qui se produit à un endroit repéré par la valeur de x et à un instant repéré par la valeur de t. L'origine du repère, c'est le point O, ici. C'est un événement, par exemple quelqu'un qui tape une fois dans ses mains à un endroit donné et à un instant donné. C'est à partir de ce point qu'on va mesurer les distances, mais ce point O, c'est aussi un événement temporel, donc on va également mesurer les durées à partir de cette origine. On va déclencher nos chronomètres lors de l'événement O, lorsque la personne tape dans ses mains. Ensuite, si je m'intéresse à un autre événement, par exemple le point A, cet événement ça peut être quelqu'un qui éternue. L'éternuement se produit à un point situé à 2 mètres de l'origine et 3 secondes après le déclenchement des chronomètres. On voit ici x égale 2 mètres et t égale 3 secondes. Voyons maintenant ce qui se passe quand on s'intéresse au destin d'une des deux personnes. On place maintenant quelqu'un à l'origine et on lui demande de taper dans ses mains un certain nombre de fois. On a fixé une règle pour mesurer les distances et la personne ne bouge pas par rapport à la règle. Tous les claps vont donc se produire à la même position sur le diagramme, à la même valeur de x, ici x égale à 0, mais à des instants différents. Chaque point correspond à un clap, et on a donc un ensemble de points alignés verticalement. Si on ajoute tous les événements intermédiaires entre les claps, ça nous donne une ligne verticale qui décrit la trajectoire de la personne dans l'espace-temps. Une personne immobile placée un peu plus loin en x égale 2 aura également une trajectoire verticale, du bas vers le haut, du passé vers le futur. Par contre, si un robot se déplace à vitesse constante par rapport à la règle, la trajectoire sera inclinée. À l'instant initial t égale 0, le robot est en x égale 0. À t égale 2, il est par exemple en x égale 1. À t égale 4, il est en x égale 2, etc. La vitesse du robot se traduit graphiquement par une droite inclinée. Et plus le robot va vite, et plus la droite est penchée. Par exemple ici, à t égale 2, au lieu d'être en x égale 1, il est déjà en x égale 2, il va plus vite. Et on voit que la droite s'est encore plus penchée par rapport à la verticale. Jusqu'à présent, tous les objets que j'ai décrits ont une vitesse constante par rapport à la règle. Une vitesse nulle ou une vitesse non nulle, en tout cas ça reste constant. Maintenant, si je m'intéresse à un robot qui accélère, au début, il va lentement, donc la courbe est très verticale, et plus il accélère, et plus la courbe se penche. Là, on comprend déjà deux choses graphiquement. La pente donne accès à la vitesse de l'objet, et on a un moyen visuel immédiat qui permet de savoir si l'objet accélère. Il suffit de regarder si la trajectoire est courbée. Tant que l'objet reste à vitesse constante, la trajectoire est une droite, et dès qu'il y a une accélération, la trajectoire se courbe. Ici, on suppose que la règle est un référentiel galiléen, un référentiel qui n'accélère pas. Ça nous donne un moyen graphique immédiat de trouver tous les autres référentiels galiléens. Ces référentiels vont être représentés par des droites.
cette ligne dans l'espace-temps, c'est vous. Voici votre trajectoire. On appelle ça une ligne d'univers. Vous êtes irrémédiablement emporté vers le futur. Si vous restez immobile, votre ligne d'univers est une droite verticale. Si vous accélérez, une courbure apparaît. Et si vous vous déplacez à vitesse constante, la droite est inclinée. Et là, ceux qui ont l'habitude de la relativité peuvent se demander « Ok, si je reste immobile, la droite va être verticale, mais immobile par rapport à quoi ? Que se passe-t-il si on change de référentiel ? » Vous allez voir que le diagramme va se déformer pour laisser apparaître tous les effets mystérieux de la relativité. On va observer une déformation, mais ça ne va pas se déformer n'importe comment. Il va y avoir des contraintes, notamment concernant la vitesse de la lumière. Pour visualiser la vitesse de la lumière sur le diagramme d'espace-temps, si on garde l'échelle qu'on a choisie, on va être très embêté, il va falloir changer d'échelle. On l'a dit, un objet immobile a une ligne d'univers verticale, et plus l'objet a une vitesse élevée, et plus la droite s'incline. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc si je veux représenter la trajectoire d'un photon en gardant les échelles en mètres et en secondes, la ligne d'univers du photon va se retrouver plaquée sur l'horizontale. Et même un objet qui va seulement à 1 km par seconde, lui aussi, il va être complètement plaqué sur l'horizontale, on va rien voir du tout. On va donc changer d'échelle, on va garder les graduations temporelles en secondes, mais on va y aller franco, on va remplacer la graduation spatiale, qui valait 1 mètre, par 300 000 km. En faisant ça, un photon qui part de l'origine, au bout d'une seconde, il aura parcouru 300 000 km, donc il se retrouve ici. Au bout de 2 secondes, il aura parcouru 600 000 km. On voit qu'avec la nouvelle échelle, la ligne d'univers du photon est diagonale à 45 degrés. Et un photon envoyé dans l'autre sens forme une autre ligne à 45 degrés. On y voit tout de suite beaucoup plus clair. On distingue notamment 4 zones. Une zone au-dessus de l'origine qu'on va appeler le futur, une zone en dessous qu'on appelle le passé, et 2 zones latérales. Alors on ne va pas les appeler le présent, on parlera du présent juste après, on va les appeler l'ailleurs. Vous le savez, aucun objet matériel ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Si par exemple le point O correspond à un vaisseau spatial qui décolle, sa ligne d'univers est forcément comprise dans la zone du dessus. La pente ne peut pas être plus penchée que la diagonale du photon à 45 degrés. Si c'était le cas, le vaisseau irait plus vite que la lumière, c'est pas possible. Et donc, les seuls points de l'espace-temps que le vaisseau pourra atteindre sont situés dans cette zone au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle cette zone le futur. De la même manière, les points qui peuvent avoir une influence sur l'événement O, sur le décollage du vaisseau, sont forcément compris dans la zone du dessous. Un exemple, c'est le point A qui peut envoyer un signal vers le point O. Un contre-exemple, c'est l'événement B. Cet événement ne peut pas avoir d'influence sur l'événement O, sur le décollage du vaisseau, sinon ça voudrait dire que le signal a dépassé la vitesse de la lumière. Vous voyez que la pente ici dépasse les 45 degrés, c'est pas possible. Et donc, tous les événements qui correspondent au passé du vaisseau sont compris dans la zone du dessous. Et tout le reste, c'est ni dans le futur ni dans le passé. On appelle ça l'ailleurs. C'est ce qui est en dehors de l'univers observable. Et maintenant, comme promis, on va se demander comment on peut définir l'instant présent. On va voir pourquoi cette définition de l'instant présent dépend du référentiel. On va voir pourquoi la simultanéité est relative. Je tape
Une fois des mains, c'est un événement dans l'espace-temps. Donc c'est un point sur le diagramme, par exemple le point A. Et mon but, c'est de connaître tous les événements qui se produisent en même temps que le clap. On peut disposer des horloges sur chaque graduation de la règle. On se débrouille pour qu'elles soient synchronisées. Et si l'horloge à l'endroit du clap mesure 2 secondes, l'instant présent, tous les événements simultanés au clap, vont être tous les points avec une autre horloge qui mesure également 2 secondes. Donc l'instant présent du point A, c'est cette ligne horizontale qui passe par A. Le résultat est correct, mais il y a un petit souci dans la démonstration que je viens de faire, ça manque de précision. On peut arriver à un résultat correct avec un raisonnement faux ou incomplet, ça arrive souvent. Le problème ici, c'est la phrase « on se débrouille pour que les horloges soient synchronisées ». Pour ça, l'idée, ce serait de les rassembler, de les synchroniser, puis de les disposer sur chaque graduation de la règle. Mais, en faisant ça, on déplace les horloges. Donc, il y a des accélérations. Il y a des moments où les horloges ont des vitesses différentes. Et on le sait, la vitesse a une influence sur la mesure du temps. Donc on ne peut pas procéder de cette manière, ça va dérégler les horloges. C'est Tonton Albert, encore lui, qui a trouvé une méthode plus rigoureuse. Il va faire une expérience de pensée avec une lampe et un miroir. La lampe et le miroir sont immobiles par rapport à la règle, donc leurs lignes d'univers sont des droites verticales. La lampe émet de la lumière vers la droite, c'est l'événement A. On l'a dit, la lumière suit une droite à 45 degrés dans l'espace-temps, donc elle se propage et ensuite elle tape sur le miroir, c'est l'événement B. Elle repart alors dans l'autre sens, toujours à 45 degrés, et elle revient sur la lampe, c'est l'événement C. Ce que va dire Einstein, c'est que au milieu du segment AC, il y a un événement repéré par le point D qui est simultané à la réflexion de la lumière au point B. Les événements D et B sont simultanés. Et on peut faire ça en émettant de la lumière plus tôt avec un miroir plus éloigné. À chaque fois, on va trouver des événements simultanés sur la ligne horizontale passant par D. L'instant présent est une ligne horizontale. On retrouve bien le résultat de tout à l'heure, mais sans avoir besoin de déplacer ou d'accélérer des horloges. Et maintenant, et c'est là qu'on comprend que cette représentation visuelle est très efficace, on va se demander quel est l'instant présent, mais cette fois-ci du point de vue d'un vaisseau qui se déplace très vite par rapport à la lampe. Et on va voir que du point de vue de la lampe ou du point de vue du vaisseau, la définition de l'instant présent n'est pas la même. Ok, on va suivre à nouveau la procédure d'Einstein, mais cette fois-ci pour le vaisseau spatial. On l'a dit, la lumière suit une ligne à 45 degrés, et on suppose que le vaisseau va très vite, donc sa ligne d'univers va être assez proche des 45 degrés. Ça, c'est la ligne d'univers du vaisseau. On fait la même chose que précédemment, on suit la même procédure. Le vaisseau envoie de la lumière, c'est l'événement A. La lumière se déplace toujours à 45 degrés, la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse du vaisseau. Elle tape sur un miroir, c'est l'événement B. Et elle repart dans l'autre direction à 45 degrés pour revenir sur le vaisseau au point C. On fait pareil, on appelle D le milieu du segment AC et on en conclut que D et B sont simultanés du point de vue du vaisseau. On peut envoyer de la lumière un peu plus tard sur un miroir plus proche, ça nous donne un autre point simultané avec l'événement D. Toute cette ligne, ce sont des événements simultanés au point D. C'est l'instant présent de l'événement D du point de vue du vaisseau. Et là, on se rend compte visuellement que ce n'est pas le même instant présent qu'on avait trouvé du point de vue de la règle.
Bon, ce qu'on vient de voir là, c'est un peu technique, surtout si vous voyez ça pour la première fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que deux événements peuvent être simultanés du point de vue de la règle et se produire à des instants différents du point de vue du vaisseau. L'instant présent est relatif. D'après ce qu'on vient de voir, ce que vous considérez comme l'instant présent ne correspond pas à ce que considère une personne qui passe à côté de vous à toute vitesse. L'instant présent est relatif. Ensuite, pour savoir ce qu'on perçoit de notre environnement, il faut prendre en compte la propagation de la lumière. C'est deux choses différentes. Vous voyez, j'ai utilisé deux verbes différents, considérer et percevoir. Quand vous regardez le ciel la nuit, ce que vous voyez d'une étoile située à 50 années-lumière, c'est l'image qu'elle a envoyée il y a 50 ans. La lumière a mis 50 ans à nous parvenir. Et ça, on le voit également sur le diagramme de l'espace-temps. Je me situe ici et maintenant au point O, et toute la lumière que je perçois provient soit d'un point à proximité de moi et dans mon passé proche, par exemple la Lune il y a 1 seconde, la lumière de la Lune met 1 seconde pour nous arriver, soit d'une étoile éloignée et donc depuis un passé plus lointain. Toute la lumière que je perçois maintenant a été émise depuis des points situés sur ces deux droites à 45 degrés. On peut prolonger les droites dans le futur et on appelle ça le cône de lumière. Quand vous regardez le ciel la nuit, vous ne voyez pas l'instant présent, vous voyez ce cône de lumière passer. Ok, donc sur un diagramme d'espace-temps, on voit beaucoup de choses. Les objets immobiles, les objets avec une vitesse de plus en plus élevée, la vitesse de la lumière à 45 degrés, le cône de lumière, le passé, le futur et l'ailleurs, l'instant présent, et le fait que cet instant présent dépend de la vitesse du référentiel. On a déjà bien mangé, mais il nous reste le fromage et le dessert, la contraction des longueurs et la dilatation du temps. On envoie un vaisseau spatial bleu à grande vitesse vers la droite. Voici sa ligne d'univers. On a vu que pour lui, les instants présents sont des droites inclinées. Et on va envoyer un second vaisseau spatial rouge qui cette fois va vers la gauche. Voici sa ligne d'univers et voici les instants présents du point de vue de ce second vaisseau spatial. C'est incliné dans l'autre sens. Les deux vaisseaux partent du point O en même temps. Entre le point de départ O et le point A, il s'est écoulé 3 secondes du point de vue du vaisseau bleu. La ligne d'univers du vaisseau, c'est aussi son axe temporel. Donc sur cette ligne d'univers, sur cet axe temporel, avec son horloge, le vaisseau bleu mesure 3 secondes. Mais le vaisseau rouge, lui, il va mesurer le temps avec sa propre horloge, embarquée dans son propre référentiel. Et du point de vue du vaisseau rouge, le point A est simultané au point B. A et B appartiennent au même instant présent du point de vue du vaisseau rouge. Et entre le point de départ et cet instant présent AB, le vaisseau rouge mesure non pas 3 secondes, mais 4 secondes. Il mesure une durée plus longue, c'est la dilatation du temps. Et ce qui est génial avec ce diagramme, c'est qu'on voit tout de suite que c'est symétrique. Entre le point de départ O et le point C, le vaisseau rouge mesure une durée propre de 3 secondes. Du point de vue du vaisseau bleu, le point C est simultané au point D, et donc le vaisseau bleu mesure entre l'événement de départ O et l'instant présent CD une durée de 4 secondes. Une durée plus longue que la durée propre qui valait 3 secondes. Lui aussi
il voit une dilatation du temps. C'est symétrique, chacun voit l'autre au ralenti entre guillemets. Et c'est normal que ce soit symétrique, la vitesse est relative. Du point de vue du vaisseau rouge, le bleu va vers la droite à 200 000 km par seconde, et du point de vue du vaisseau bleu, c'est le rouge qui va vers la gauche à 200 000 km par seconde. Cette symétrie, on la voit immédiatement sur le diagramme. Allez, on continue sur notre lancée, on trace un nouveau diagramme, cette fois-ci pour la contraction des longueurs. On a encore un vaisseau spatial qui va à grande vitesse par rapport à la règle restée sur Terre. On trace la ligne d'univers de l'arrière du vaisseau et la ligne d'univers de l'avant du vaisseau. Depuis la Terre, si on veut mesurer la longueur du vaisseau, on mesure la position de l'avant et de l'arrière en même temps. En même temps, du point de vue de la Terre. Ça nous donne cette longueur AB. Et maintenant, on se place du point de vue du vaisseau. L'instant présent est incliné. Maintenant, c'est sur cet axe qu'on mesure les longueurs. On voit que du point de vue du vaisseau, la longueur entre l'avant et l'arrière, c'est le segment AC. Cette longueur AC est plus grande que la longueur AB. Donc du point de vue de la Terre, on a mesuré une longueur AB qui est plus courte. C'est la contraction des longueurs. Petite remarque, là j'ai pris des exemples qui marchent bien. Des fois, l'impression visuelle sur le diagramme est trompeuse parce que dans l'espace-temps, le théorème de Pythagore est modifié. Il y a un signe moins au lieu du signe plus, donc il faut se méfier avec les mesures graphiques. Je rentre pas dans les détails, j'avais promis que je ne parlerai pas des équations. En tout cas, il n'y a pas le même signe devant le temps et devant la position, ce qui montre que, ok, le temps c'est une quatrième dimension, mais c'est quand même très différent de l'espace. Et deuxième remarque, dans cette vidéo, à chaque fois avant de dessiner les lignes d'univers, on a tracé une grille. C'est la grille de l'espace-temps avec des lignes droites qui sont définies, qui sont posées avant même qu'il y ait des objets. Cette grille, c'est un référentiel galiléen, un référentiel qui n'accélère pas, et à partir d'un référentiel galiléen, on en déduit tous les autres. C'est l'éther moderne, plein de grilles qui sont à vitesse constante les unes par rapport aux autres, ce sont tous les référentiels galiléens. Ces grilles sont présentes avant les objets. D'abord, on pose la grille, et ensuite, on décrit le mouvement des objets. Et donc là, il y a plusieurs écoles. Soit on accepte que cet éther moderne fait partie des axiomes de la relativité, c'est ce qui est fait dans les ouvrages académiques, des fois sans trop le dire. Soit on se demande comment on pourrait prédire, comment on pourrait anticiper quels sont les référentiels galiléens. C'est la source de nombreux débats, notamment celui que j'ai eu avec les idées froides. Je vous mets en description les vidéos sur lesquelles on discute du sujet. Vous verrez, ça nous a permis de parler de plein de choses intéressantes. En résumé, soit comme un certain nombre de physiciens, on n'est pas très à l'aise avec cette idée d'éther moderne, avec un espace-temps qui flotte de manière absolue, indépendamment des objets, et on dit que la relativité est censée balayer toute notion d'éther. Dans ce cas-là, il faut réfléchir par exemple au principe de Mach. Soit on accepte qu'il y a une grille dès le début, ou en tout cas une famille de grilles qu'on appelle les référentiels galiléens. J'aime bien explorer les deux possibilités. J'ai déjà parlé du principe de Mach, et dans la vidéo sur le temps, pour ceux qui l'ont vu, je parle des définitions relationnelles qui permettent d'éviter l'éther moderne. Mais à côté de ça, dans cette vidéo et dans la vidéo précédente sur la dilatation du temps dans Interstellar, je pose une grille et je me demande quel est le mouvement de l'astronaute par rapport à la grille. J'utilise pleinement l'éther moderne et donc les grilles des référentiels galiléens. Ce sont vraiment deux visions du monde, deux visions philosophiques qui s'opposent, et c'est un vieux débat, ça date de Newton et de Leibniz. Pour Newton, il y a un espace et un temps qui sont absolus.
En relativité, c'est plus subtil, mais il y a encore cette idée de grille de l'espace-temps qui est posée de manière absolue. Et pour Leibniz, par contre, il faut des définitions relationnelles. Il ne faut parler que des relations entre les objets et entre les événements. Pour lui, il n'y a aucune forme d'éther qui préexiste aux objets. Dessiner les grilles de l'espace-temps, considérer l'espace-temps quasiment comme un objet, on vient de le voir, ça garde quand même un énorme avantage. Ça permet de construire une visualisation des trajectoires de la lumière et des objets matériels, de comprendre intuitivement les limites posées par la vitesse de la lumière, les phénomènes de déformation des longueurs et des durées, et d'appréhender notre propre destin sous la forme d'une ligne d'univers, un ensemble de points dans l'espace-temps qu'on perçoit comme ici et maintenant, avec un passé restreint, un ailleurs qui contient sûrement des galaxies trop éloignées pour être visibles, en dehors de notre univers observable, et un futur délimité par un cône de lumière, mais qui reste vaste et plein de possibilités. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo de la série portera sur la théorie de l'univers bloc. On se demandera notamment si l'avenir est déjà écrit. Et comme d'habitude, j'intercale des hors-séries. En ce moment, on parle de l'histoire des inventions. Merci aux tipeurs, portez-vous bien et à très bientôt sur Livre et Sciences.